Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. La cryptosphère. Comme d'habitude, on commence avec le Fear and Greed Index, actuellement à 16, mais toujours dans l'extrême peur. On a quand même gagné 6 points par rapport à hier. Bon, une bougie verte et tout le monde haut les mains. Le Social Index, toujours bloqué à fond sur Up, et le Market Order Flow, actuellement en recherche d'achat. J'ai également du nouveau par rapport à ma connexion Internet. J'ai commandé aujourd'hui Starlink, alors je vous dirai très prochainement ce que ça vaut. Je vous souhaite une bonne vidéo. C'était Zap Crypto. Dernier jour du mois de mai, clôture technique mensuelle, chers amis. Et oui, nouvelle bougie japonaise en données mensuelles ce soir. Et en données mensuelles, c'est pas exceptionnel. En données mensuelles, c'est par exemple, selon les enseignements du système Ishimoku, la rupture de Kijun-sen. Après 4 mois passés entre Tenkan-sen et Kijun-sen. Et donc, en réalité, actuellement, se confrontent, s'opposent, se regardent en chien de faïence. Un cadre technique court terme de rebond. C'est un rebond technique. Il peut sembler pouvoir avoir un développement en direction des 33 voire 34 000 $, mais cela, pour le moment, ne fait que construire la phase de baisse en place depuis les 69 000 $ de l'automne dernier. En réalité, le débat moyen-long terme, je l'ai évoqué dans la vidéo de la semaine dernière, je vous invite à le reprendre, ça vous intéresse. Je vais me concentrer là sur le court terme, mais pour, d'entrée de jeu, donner les niveaux qui comptent. Pour invalider, pour renverser à la hausse, pour relancer la tendance de fond, il faudrait dépasser avec vigueur, volume, engagement, action des prix, les 40 000 $. C'est-à-dire que même si le marché revenait chasser de la liquidité vers 38-40 000 $, nous serions toujours dans le cadre d'un rebond technique. Après, ça va dépendre de la forme que ça prend. Bon, déjà, allons chercher 33 000 avant de trop parler. Allons chercher 33 000 avant de trop parler. Donc ce soir, mes amis, clôture technique mensuelle, nous verrons bien la forme que prendra la bougie japonaise. Elle n'est pas encore fixée. Pour ceux qui s'en rappellent sur Twitter, on vous avait dit la chose suivante: est-ce que vous pensez qu'il va faire un breakout, un drop en Bart Simpson, un faux breakout pour drop ou un faux drop pour breakout? Et on avait effectivement donné l'information suivante. On vous avait dit: vous êtes les moins nombreux à penser qu'il va faire un faux drop pour breakout. Effectivement, c'est ce qu'il a fait au final. Il a réellement fait un faux drop. Donc on le voit ici, un faux drop pour ensuite breakout, le niveau des 31 000 $ pour pump. Laissant effectivement les vendeurs sur le carreau. En fait, ce type de mouvement a un vrai intérêt. De faire des faux drops pour breakout, ça permet en fait à tous ceux qui ont pris des longues ici et qui sont un petit peu fragiles de en fait se dire: zut, il va faire une Bart Simpson pour retomber, donc il faut vendre. Donc finalement, ils liquident leur position. Ceux qui pensent qu'il va y avoir Bart Simpson disent: bah, effectivement, je pense qu'il faut shorter, donc ils prennent une position en short pour parier sur la baisse. Et au final, on a les longues et on a les shorts en faisant ce type de mouvement de faux drop pour repartir to the moon. Si par contre, ce niveau-là résiste, qu'on n'arrive pas à le repasser en clôture mensuelle, évidemment, hein, on peut clôturer au-dessus en journalier et le lendemain invalider, ou 3 jours après invalider, donc attention. En clôture mensuelle, si on ne repasse pas ces 36 500, alors la baisse n'est pas terminée. Ça veut dire qu'il n'y a pas de poursuite de la tendance haussière de long terme. Pour le moment, on reste en tendance haussière. Là, on a une alerte. Là, on a un signal baissier. Vous avez eu le même signal baissier ici. Vous voyez qu'on l'avait cassé. On a cassé. On a cassé ici en mars 2018. On a fait le test de cassure et on a continué à baisser. Même chose ici. On a cassé ici, test de cassure et on est reparti à la baisse, même avec une incursion au-dessus. Hein. Donc là, on a même eu un faux signal. On peut très bien avoir la même situation ici où on va casser, on va faire le test de cassure et puis éventuellement, ça ne va pas fonctionner. Enfin, le test va être validé et on va repartir à la baisse. Voilà, donc ça c'est pour faire la petite mise au point. Attention, la technique n'est là que pour vous donner des niveaux. Après, c'est à vous, en tant que trader ou en tant qu'investisseur, de vous positionner sur les bons moments. Pour le moment, on a une indication baissière. Ça ne veut pas dire que cette tendance haussière de long terme est totalement remise en cause. Elle sera remise en cause si on passe de l'autre côté du nuage. Tant qu'on reste au-dessus du nuage, on reste techniquement
parlant haussier. Donc on reste haussier, mais pour le moment, on a un signal vendeur qui est donné. Si on va jusqu'ici, on restera haussier, puisqu'on sera toujours au-dessus du nuage. Donc même à 10 125, les carottes ne sont pas cuites. Ça peut repartir à la hausse. Par contre, effectivement, comme je l'ai dit dans la vidéo de vendredi, si on venait à passer par là, on se retrouverait de facto en dessous du nuage, et là, effectivement, on aurait un renversement de tendance. Et ça voudrait dire que, en fait, la 5, elle n'est pas du tout là-haut, elle s'est arrêtée là, et qu'on va partir pour une correction en ABC, baissière, où on pourrait peut-être retourner 677. Bon, là, je vais arrêter, parce que sinon, je vais me faire insulter, donc on va arrêter. Mais l'idée, elle est là. Donc, vous avez 36 500 qui est marqué sur votre graphique, c'est votre balise. Au-dessus, c'est haussier, en dessous, c'est baissier. Bien sûr, dans la partie haute de ce range, c'est très inconfortable d'acheter. Faut pas se leurrer. Si vous avez raté hier, ah là là, c'est vachement plus difficile d'acheter là qu'ici. Et bah oui. Mais ça ne veut pas dire que parce que vous avez raté le move qu'il faille le short. A priori, on a bel et bien break ici. Si vous cherchez un signal. Donc, a priori, momentum haussier et ça peut durer. Ça peut durer. Donc, on reste observateur, on reste prudent à l'Open de New York. Et pour l'instant, je n'irai pas shorter ce marché. J'irai éventuellement acheter des dips et prendre les perdants s'il y a des perdants à prendre. Et puis sinon, on verra. On pourra regarder aussi les volumes profile, voir un petit peu où il y a du support et tout. Ici, ça fait un bon support éventuellement, vous voyez, dans les 30 600 si jamais il y a un dip. Bien sûr, on n'a pas, c'est censé être un support ça. Donc si par exemple on arrive ici à 30 600, mais on traverse comme dans du beurre, là on peut s'inquiéter, on peut se dire ok, donc les bears reprennent du poil de la bête. Mais à part ça, acheter sous les 31 000, entre 31 000 et 30 500, ça paraît être une bonne idée pour la suite des événements. Dans le pire des cas, on top ici, hein, on va retester, vous voyez, ici volume, ici volume. Dans le pire des cas, on fait ça. Si jamais on dip, on reteste et ensuite merci, au revoir. Mais pour l'heure, le momentum, les volumes sont bien du côté et dans le sens des acheteurs et des vendeurs qui se coincent davantage au fur et à mesure parce qu'ils n'ont pas changé de biais. Mais pour l'instant, je vous conseille surtout de mettre des stop loss et pour ceux qui n'ont pas acheté, de ne pas FOMO. En tout cas, même s'il démarre comme ça pour aller directement vers le haut, il vous donnera toujours des points d'entrée en faisant des flags, que ce soit des flags haussiers ou des flags baissiers pour signaler un marché haussier ou un marché baissier. Un petit exemple de flag ici, vous le voyez, hein, il est là. Il est là, c'était clair. Hein. On a eu une chute, une remontée, une rechute, un petit ABC ici. Et vous voyez bien le flag qui a bien joué son rôle ici. Et suite au flag, qu'est-ce qui se passe? Toujours l'explosion vers le haut. Alors, sur ce, je vous dis bon courage. Ce soir, nous aurons enfin la clôture du mois de mai. Alors, ce mois de mai a été pas mal mouvementé hein, puisque nous avons eu au plus haut un Bitcoin à 40 000 $ pour ensuite s'écrouler jusqu'à 25 000 $ et d'ailleurs venir rechercher le EMA 50 ici que vous voyez en rouge hein, de manière assez propre. Le EMA 50, regardez, je vous montre rapidement. Hop, j'ai enlevé cette règle là. Et voilà, je vous montre ici, vous voyez. Ici on vient la chercher, ici pareil on vient se poser ici, donc ça fait quand même deux bottoms, alors c'est pas significatif, bon je ne veux pas remonter jusqu'au début du Bitcoin, mais pour montrer que souvent, en tout cas les deux dernières fois pendant le bear market 2018, on avait bottom globalement sur cette zone, donc là on revient la chercher, il y a une réaction, c'est assez intéressant. Maintenant moi ce que je veux voir, c'est clair, je vous le dis depuis plusieurs jours, même plusieurs semaines, c'est tenir ce point bas, donc il faut globalement faire plus 8% d'ici ce soir, pour venir préserver les 34 800 $ en cours de clôture mensuelle et nous aurons toujours un Bitcoin haussier et ça c'est quand même le plus important, donc on verra si oui ou non ce soir on va le faire, c'est possible je pense vraiment. En plus de ça, hier j'ai oublié de vous le dire mais le Wall Street était fermé, il n'y avait que les futurs qui étaient ouverts, donc là on va voir la réouverture de côté US des marchés puisque hier c'était le Memorial Day, donc clairement en termes de volatilité on peut avoir notre quota et on peut clairement revenir au-dessus des 34 800 $, c'est pas mal intéressant. Je voulais vous montrer aussi rapidement le RSI puisqu'il est vraiment sur une zone où il peut trouver un rebond, vous voyez c'est la zone de neutralité aux alentours des 50, la dernière fois ici regardez hop on avait trouvé un bottom, on avait une première impulsion et c'est tout simplement lors du crack Covid
on était venu chercher un test ici de cette zone 50 avant d'avoir un bull run. Bah là, peut-être que nous ferons la même chose. Est-ce que c'était déjà arrivé dans le passé qu'on clôture en dessous de notre fameuse Kijun, pardon. Alors, au niveau de notre Kijun, on va regarder tout de suite. La rouge, c'est la Kijun. Est-ce que c'était déjà arrivé dans le passé? Yes. Là, on avait bien ravalé. Là, on clôture en dessous, bear market. Bon, bah, on aura potentiellement un signal de bear market à ce moment-là, et que tout le monde regardera le bas du nuage, le bas du nuage, le bas du nuage, qu'on n'est jamais revenu chercher. Pour le coup. Intéressant, l'histoire. Donc faites attention aussi à ces billets, parce que beaucoup de Ichimoku Kinkoku vont voir les 800... Ici, tout le monde voyait les 800 $. Comme potentiellement là-bas, tout le monde voit en fait les 10 000 $. On vient de le voir ensemble. Ok, super important par rapport à ça. Donc oui, c'est déjà arrivé. Derrière, on avait bien eu un rebond technique sur le mois d'après. C'était en avril 2018 et derrière, on continue le bear market et on vient chercher ça. Je vous expliquais en fait ce qui s'était passé ici. Je trouvais ça très intéressant de vous en parler. J'ai pas envie d'oublier. Donc techniquement, si on a un gros ravalement haussier, donc ça veut dire qu'il va falloir sortir réellement les réacteurs là dans le dos des market makers pour demain et de remonter en fait 24%. Intéressant l'histoire. Je pense qu'il va falloir vraiment avoir de la force. Le problème, c'est qu'on n'a pas de news qui devrait arriver avant la semaine prochaine, voire dans 2 semaines, par rapport au CPI ou par rapport au FOMC de début juin. Donc potentiellement, je pense qu'on va vraiment clôturer un petit peu dans les bas-fonds. Donc soyez vigilants avec ça. Si on passe en semaine, on n'est pas très très loin en fait d'aller rechercher de tout petits objectifs. On peut revenir sur les 36 000, 37 000 $, venir pinguer ici. Jusqu'à preuve du contraire, c'est complètement baissé sur Ichimoku Kinkoku notamment en hebdomadaire. Pardon, vous avez la Tenkan qui est ici, qui continue entre guillemets à se déprécier. Si on revient entre la Kijun et la Tenkan, ça peut être très intéressant parce qu'on serait en fait dans une neutralité. Potentiellement, ce sera soit le sud, soit le nord. Et attention au niveau du nuage, juste ici. Ici, ça bloquera bien évidemment par rapport à notre SSB. Déjà ici, ce qu'on peut voir, c'est que le long short ratio s'est enfin croisé. Pendant 1 ou 2 heures ici, c'était très court, mais ça s'est enfin croisé depuis plusieurs mois. On était toujours très écarté ici au niveau des long shorts. La dernière fois, c'était ici en mars, 29 mars, c'était croisé depuis plus jamais. Et ça, en général, c'est les premiers signaux bull moyen terme. Tant que ça s'écarte pas trop, on est plutôt content. Si ça s'écarte, bah c'est pas très bon, voilà. Chose alertante ici, c'est le CVD spot. Alors ça, en général, on veut pas que le CVD descende pendant que le prix monte. Là, pour l'instant, il est en train de se péter la gueule pendant que les futurs font monter le prix. Le minimum, c'est qu'il reste droit pendant que le prix monte. Mais quand il descend, en général, c'est pas très bon signe. Ça veut dire que les spots vendent leur bitcoin, ils distribuent leur bitcoin. Selon moi, le dernier point où les deux étaient corrélés, c'était ici. C'était sur ce niveau-là. Si on met le petit dessin, voilà, c'était vers ici. Ici, c'était spéculation future. Donc, ce qu'on risque de faire, c'est soit monter encore un peu, hop, pour retester cette zone, pour voir si les spots sont nouveau intéressés. Ou bien soit directement descendre, mais je pense pour de la recharge, pour ceux qui sont intéressés par recharger sur du long terme, il y a moyen qu'on reteste cette zone ici dans les jours, voire les heures qui vont suivre, vers les 30 582. Donc, ici, les bitcoins qui sont vendus à l'instant T, vous le voyez, sont vendus à un prix non profitable. C'est-à-dire qu'on est quasi à 0. Vous le voyez, là, la droite, elle touche le 0. Donc, ça veut dire que ce qui est vendu dans la journée du 29, là, c'était pour ce qui s'est passé hier. Ce qui a été vendu hier, ici, dans la journée, était pile à break-even. Donc, ça, c'est quoi? C'est peut-être des gens qui ont acheté avant et qui, ici, revendent exactement au même prix pour sortir à break-even, ou tout simplement dans le lot vous avez des gens qui vendent à profit et vous avez d'autres gens qui vendent à perte et ça nous donne un niveau à peu près neutre. Mais c'est toujours intéressant de regarder ici à la vente quand on est en train de vendre qui est en train de vendre à profit ou à perte. On va regarder maintenant ici les très grosses adresses, c'est-à-dire les adresses des baleines. Est-ce que les baleines accumulent? Ici, vous voyez qu'on avait une jolie tendance à l'accumulation. 96 baleines à plus de 10 000 BTC. Dans la journée d'avant-hier, on est redescendu à 95. Ici, pour ceux qui ont une balance de plus de 1000 BTC, on est toujours sur une dynamique de distribution. Les plus de 100 BTC sont à la latéralisation à l'instant T. Les plus de 10 BTC sont à l'augmentation, donc les adresses de plus de 10 BTC qui augmentent, et puis les 1 BTC, etc. C'est de toute façon une augmentation relativement constante. Pour ceux qui n'ont pas vendu, c'est-à-dire ceux qui sont... quelle est la valeur des coins que vous détenez dans votre portefeuille, mais que vous ne vendez, qui n'est unrealized, c'est-à-dire qu'elle n'est pas réellement vendue. Vous voyez qu'on est ici dans une zone qui est plutôt dans une zone d'espoir ou de peur. On n'a pas encore touché des zones rouges qui seraient des bas de marché qui voudraient exprimer en fait
capitulation même d'une partie des holders, si vous voulez. C'est comme ça qu'on pourrait ici voir comment dire ce point. Alors ETH est en train de casser sa Tenkan, donc elle est en train de nous dire alerte, peut-être que ma tendance baissière est terminée. C'est tout ce que ça nous dit. Maintenant, il faut qu'elle remonte jusque là-haut, à 2338, sachant qu'on est à 1925 au moment où je parle. Donc, vous voyez qu'il y a de la marge. On aura en même temps une SSB hebdomadaire qui traîne par ici. Et même chose, ETH, c'est comme le Bitcoin, il faut recasser la Kijun mensuelle, hein, parce que voilà, ETH en mensuel, voilà ce que ça donne. On a cassé cette Kijun, donc on a un signal vendeur. Il faut la repasser dans l'autre sens pour invalider ce signal. Alors ça ne se fera pas d'ici la fin du mois, hein, je doute, on est le 30, il reste une journée, donc on va peut-être oublier. Maintenant, ça peut se faire le mois prochain. On peut très bien repartir bleu dès le début juin et puis repartir à la hausse, why not, hein, ce n'est pas une improbabilité. Mais pour le moment, on a bien aussi ici un signal vendeur. Vous voyez ici par exemple l'indice du sentiment du consommateur est sur une moyenne de 3 mois est quand même très bas. Alors oui, généralement quand on a ça, généralement on est déjà en processus d'être en récession. Vous voyez ici quand c'est bas. Là actuellement ce qui maintient c'est qu'on a le taux d'emploi qui est très serré, c'est-à-dire que on n'a pas forcément de chômage qui maintient donc actuellement l'économie, hein, puisque si on aurait un peu plus de chômage, le taux de non-emploi qui augmenterait, probablement que là on serait pleinement dans la récession, mais là pour l'instant c'est ce qui maintient. Cependant, l'inflation reste quand même très élevée, ce qui fait que le sentiment est très négatif, ça on peut le constater. Mais ce n'est pas juste ça, il y a l'inflation qui est négative, mais on peut voir que le taux d'épargne, c'est-à-dire vraiment tout ce qu'on peut mettre de côté, aujourd'hui est vraiment, vous voyez, sur des niveaux très bas. Donc oui, là, il y a eu un taux d'épargne extrêmement élevé pendant le Covid où les gens ont mis beaucoup d'argent de côté. Et aujourd'hui, le taux, vraiment le taux d'épargne personnelle est vraiment au plus bas depuis même l'époque de Lehman Brothers, je crois, un truc comme ça. Donc vous voyez, il n'y a pas de liquidité chez les ménages, il n'y a vraiment pas, on peut voir qu'il n'y a pas de liquidité. On peut voir aussi, je l'avais précisé précédemment, je ne vais pas revenir dessus, mais qu'il y a une augmentation d'utilisation des cartes de crédit qui est quand même très importante aux États-Unis, notamment avec des taux d'intérêt de 20% en moyenne, c'est quand même beaucoup. Donc ça, ce n'est pas des éléments qui sont négligeables à prendre en compte, parce que ça démontre un peu moins de liquidité en place. Donc c'est pour ça qu'on a le sentiment du consommateur qui est très négatif, parce que eux, ils le voient dans leur portefeuille qu'à la fin du mois, c'est difficile avec l'inflation. Et l'inflation actuellement, elle n'est pas là non plus pour disparaître demain. Aussi, autre élément, c'est qu'on a vu le ralentissement de la croissance, mais une forte contraction au premier trimestre 2022, mais aussi on a une baisse vraiment des earnings, donc des résultats financiers au niveau des États-Unis. Donc là, par exemple, si je vais sur ce... Ah, non, c'était celui-là. Là, on peut voir que vous avez une baisse considérable au niveau des profits qui sont tombés depuis la dernière récession qui était ici, donc en 2020. Là, on a eu vraiment une baisse considérable des profits, des earnings, des résultats. Donc ça, c'est bien évidemment, c'est certainement l'inflation qui impacte les résultats. Mais en plus de ça, on n'a même pas forcément commencé ce qu'on appelle, là ça va commencer au mois de juin, le quantitative tightening. C'est-à-dire qu'on va retirer, la Fed va retirer de l'argent, des liquidités du système financier. Donc là, on n'a même pas commencé ça, qu'on a déjà une baisse considérable au niveau des résultats corporatifs. Donc vous imaginez bien que ce n'est pas forcément quelque chose, retirer de l'argent des systèmes financiers ne va pas forcément arranger cette situation-là. Allez, on commence directement par le grand patron, donc le dollar, le Dixie. Donc pour les nouveaux, si vous voulez chercher, c'est DXY sur TradingView. Donc là, on est en train de montrer un signe de top. Comment? En fait, c'est très simple. On voit qu'on a eu une grosse montée et que là, on a une grosse bougie rouge, et c'est pour ça que les marchés, donc les risk on, sont en train de rebondir. Donc là, on est en monthly, une bougie est égale 1 mois. Donc là, je vais descendre en weekly et comme on le voit, on est en train de commencer à faire un top. Après, moi, je verrais bien peut-être un M comme ça pour vraiment valider un double top et aller beaucoup plus bas. Donc ça, c'est la première nouvelle, la première bonne news, on peut le dire. Et bon, comme vous l'avez vu dans le titre, c'était pas très jovial, mais dans tout ce que je vais dire dans la vidéo, vous allez voir que c'est quand même assez positif en général sur du moyen long terme. Donc là, vous avez en rouge, par exemple, le CPI, l'indice du prix de consommation.
et en vert, vous avez le taux directeur de la Fed. Donc vous voyez que normalement dans le passé, ce qu'on veut, c'est que le taux de la Fed rattrape généralement comment dire, le CPI. Donc là, on voit que le taux de la Fed, on n'arrive même pas à le voir d'ailleurs, hein, il faut vraiment zoomer là. Il est tout petit ici, mais il n'arrive pas à, vous voyez là, il y a une espèce d'écart qui est quand même très 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 important. Donc la Fed est vraiment derrière la courbe, actuellement vraiment très en arrière derrière la courbe, et l'inflation elle persiste. Donc là, la Fed, elle se dit, comment dire, confiante. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu, justement. On va regarder. Elle avait sorti quelque chose comme quoi elle se dit confiante et par rapport... ça ne sera pas bien long, excusez-moi. Voilà. Donc, elle se dit qu'elle en a fait déjà bien assez au niveau de ses actions. Mais moi, je suis désolée, ce graphique-là, c'est significatif qu'il n'y a rien qui est fait assez. On voit que la courbe, elle maintient en haut. On voit que justement, les commodités maintiennent aussi en haut et en fait un nouveau plus haut. Donc, je ne pense pas que l'inflation va faire un plus bas pour les prochains chiffres ou une baisse pour les prochains chiffres de l'inflation. Quand je vois les commodités, par exemple. Et on peut voir que dans le passé, normalement, pour essayer de contrôler au mieux l'inflation, on essaie d'augmenter les taux vraiment au-dessus de l'inflation. Vous voyez, un petit peu comme ce qui s'est passé en 70. Sauf qu'on n'est pas comme en 70, vraiment pas dans la même situation, même si on est dans un environnement inflationniste, mais on n'est pas exactement dans la même situation que 70, puisque à cette époque-là, ils pouvaient se permettre d'augmenter les taux. Pour la simple et bonne raison, parce que la dette n'était pas à son paroxysme comme aujourd'hui, par exemple. On n'était pas sur des niveaux de dette extrêmement élevés, donc il y avait la possibilité de pouvoir essayer d'augmenter les taux au-dessus du taux d'inflation. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on ne pourra pas augmenter, probablement pas les taux au-dessus de l'inflation, sinon ce serait vraiment très problématique. Cependant, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même un écart qui est quand même toujours considérable, et que selon moi, c'est l'inflation qui va tuer l'inflation. C'est la justice coréenne qui a décidé donc de s'attaquer aux différents développeurs de Terra Labs, et c'est très intéressant car certains développeurs ont déjà été convoqués et malheureusement ce que donnent ces interviews sont très mauvais et je vais pas vous mentir. Donc en gros, un des développeurs a affirmé au final qu'à l'intérieur de Terra Labs, l'alerte avait été lancée qu'un effondrement de l'UST était tout à fait possible et donc ils avaient bien conscience du problème. Le problème que j'ai évoqué dans la vidéo qui vous explique pourquoi l'UST de toute façon aurait fini par sombrer. Et cette version du témoignage d'un des développeurs à la justice coréenne me paraît bien plus logique car c'était juste évident en fait. Et il n'a fait que relater l'explication que je vous ai donnée en disant à la justice coréenne qu'il y avait une alerte qui avait été montée en interne au sein des équipes de Terra Labs, que le risque était réel, mais que Do Kwon, et en plus il a bien cité Do Kwon, a quand même pris la décision de lancer la blockchain Luna, peu importe, sans prendre en considération cet avertissement. Donc ils ont lancé une blockchain avec un réel risque d'effondrement sur lequel ils avaient connaissance. Ce qui complique considérablement l'histoire parce que tout ça pourrait amener finalement à l'interdiction totale de la blockchain. Donc un nouvel effondrement du Terra V2 n'est pas du tout à exclure, surtout que la justice coréenne, sur le coup, a l'air d'aller très vite. 76 investisseurs ont évidemment porté plainte contre Do Kwon pour des pertes d'investissement de 5 millions et la justice coréenne fait savoir que 100 000 investisseurs ont perdu de l'argent avant le crash et qu'il y en aurait beaucoup plus après le crash. En gros, le sujet est pris vraiment très au sérieux par la justice coréenne. L'enquête a déjà commencé. Apparemment, elle a commencé depuis le 24 mai et il y a déjà des témoignages de l'équipe qui diraient que Do Kwon a tout simplement lancé sa blockchain en refusant d'écouter les avertissements, ce qui ferait un lancement par négligence. Qui s'appelle Ryoshi, qui a supprimé tous ses tweets, qui a supprimé les divers blogs sur lesquels il avait annoncé notamment la création du Shiba Inu. Et là, c'est Blockchain qui nous dit, voilà, 4 blogs liés en Shiba qu'il avait fait ont disparu. Son compte, on peut le voir, on va aller sur son compte Twitter, Ryoshi Research. Il y a plus de 200 000 abonnés et il n'y a plus aucun tweet. Les gens sont en train de dire, est-ce que Ryoshi est pas en train de rug? Est-ce qu'il est pas en train d'arnaquer tout le monde, en train de disparaître? En tout cas, les sites officiels de Shiba existent toujours. J'ai pas vu de communication officielle sur ce qui s'est passé avec Ryoshi. Peut-être qu'il juge juste qu'il a plus, que le projet est complètement décentralisé et qu'il a plus besoin d'être là. Mais en tout cas, c'est étrange de voir ce type de choses, de supprimer même les articles Medium, donc les blogs, notamment celui-là qui a été publié en août 2020, où il avait annoncé
le lancement du Shiba. On le retrouve pas, là c'est juste une capture d'écran issue d'un autre site. Donc qu'est-ce qui se passe? Si vous avez des infos, je suis preneur, ça me semble quand même étrange. Peut-être c'est juste le fondateur qui disparaît, comme le fondateur du Bitcoin avait disparu en 2011, ou à peu près un an après la création du Bitcoin, il a pas supprimé ses historiques, mais il a plus répondu à aucun message, il a disparu. Est-ce que c'est ça qui est en train de se passer? On est en train d'assister à une arnaque ou quelque chose? C'est difficile à dire. En tout cas, le cours du token ne baisse pas pour l'instant. Les gens sont pas en train de paniquer, mais juste voilà, soyons attentifs et suivons l'actualité. Voilà pour tout ça, on passe ensuite sur les news rapidement. FTX, des milliards de dollars d'acquisition à venir. Alors c'est intéressant parce que là on a SBF qui nous dit qu'il veut utiliser des milliards de dollars de sa trésorerie comme levier pour des opérations d'acquisition. D'autre part, il dévoile qu'il travaille activement avec les différents organismes de régulation pour des questions de conformité. Très très intéressant. Et je pense qu'ils veulent rentrer un peu dans la boucle que Binance sont en train de faire, de vouloir se réguler un maximum pour avoir moins de problèmes et essayer, si vous voulez, d'être le plus réglo possible envers les gouvernements, envers les pays, parce que ça commence FTX à être l'une des plus grosses plateformes de crypto au monde, et donc ils se doivent de faire ça. Attention, c'est parti. Waouh. Moi j'adore. Franchement, c'est tout simple, mais c'est cool. C'est vraiment cool qui tourne et tout. Une pièce. Voilà. C'est une pièce, voilà, avec des effets 3D, enfin, avec du relief. Et évidemment, le rappel de la Belgique avec les couleurs. C'est pour ça que t'es content, toi. T'as réussi à caler tes couleurs belges. Tout à fait. Voilà, ouais. Bon, bah, l'année d'après, on fera en Belgique, alors peut-être. On va passer du coup à l'étape suivante, hein, le mettre en ligne. Ouais, c'est ça. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.